Avez-vous déjà imaginé Paris sous les eaux? Et non, je ne vous parle pas d'un scénario catastrophe de la fin du monde, mais bel et bien de la plus grande crue que Paris n'ait jamais connue. Nous sommes au tout début de l'année 1910 et Paris connaît une ascension fulgurante aux yeux du monde grâce à l'exposition universelle qu'elle a accueillie 10 ans plus tôt. La ville rayonne surtout grâce à son réseau métropolitain encore en construction qui est à cette époque le plus moderne du monde. Pourtant, les Parisiens s'apprêtent à vivre un mois de janvier des plus compliqués. Du 15 au 20, la météo est très capricieuse et des pluies torrentielles s'abattent sur toute l'île de France. Les eaux de la Seine, le fleuve qui traverse Paris, montent à une vitesse fulgurante. Les bateaux-mouches et les autres bateaux de marchandises ont pour obligation d'arrêter de circuler. Cette première mesure annonce déjà la gravité de cet événement. Pourtant, les Parisiens ne prennent pas la mesure de ce qui les attend par la suite. Quelques décennies plus tôt, en 1854, le service hydrométrique du bassin de la Seine est créé. Il a pour mission de mesurer les niveaux d'eau de la Seine grâce à des échelles disposées sur plusieurs ponts de Paris et ainsi pouvoir alerter les ingénieurs en cas de crue. Grâce à ce dispositif, le préfet peut alerter la population en cas de grave danger. Depuis cette date, Paris a connu quelques crues mémorables comme en 1882 ou en 1876. Revenons en 1910. Le 22 janvier, le service hydraulique du bassin de la Seine annonce une crue comparable à celle de 1882, soit 6,18 m au pont d'Austerlitz au lieu du 1,02 m habituellement. À ce moment-là, l'usine d'air comprimé située dans le 13e arrondissement cesse toute activité. Par conséquent, les horloges et ascenseurs de la ville ne fonctionnent plus. À partir du 23 janvier, l'épisode pluvieux reprend de plus belle, mais cette fois-ci accompagné de neige. Cela a pour effet de faire augmenter encore les niveaux de la Seine. Le service hydrométrique annonce finalement une crue comparable à celle de 1876, soit à une hauteur de 6,90 m. Pourtant, la montée des eaux ne s'arrêtera pas là. Certains ports de la capitale sont impraticables, les usines électriques de Paris et de sa proche banlieue cessent de fonctionner et les habitants de Maison-Alfort essayent de se réfugier à Paris, tellement leur ville est durement touchée. Le 25 janvier, les lignes du métro 1, 3, 4, 5 et 6, qui ont moins de 10 ans, rappelons-le, sont arrêtées. Les travaux de la ligne 12 qui passe sous la Seine sont eux aussi suspendus. Les usines à gaz alimentant l'éclairage public de Paris s'arrêtent elles aussi, soit parce qu'elles se trouvent en zone inondée, soit parce qu'elles ne reçoivent plus le charbon nécessaire à leur fonctionnement. Le lendemain, le 26 janvier, la gare Saint-Lazare, pourtant à une certaine distance de la Seine, est elle aussi inondée. Cela oblige l'interruption de tous les trajets en direction de la banlieue. Le 27 janvier, le conseil municipal décide d'évacuer tous les immeubles les plus menacés et de réquisitionner des bâtiments publics susceptibles d'accueillir les sinistrés. On parle ici de plus de 200 000 Parisiens. Le 28 janvier, la Seine atteint son niveau maximal, soit 8,62 m au pont d'Austerlitz. Les lignes de téléphone et de télégraphe sont durement touchées, rendant toute communication extrêmement compliquée, voire impossible. Ce n'est que le 29 janvier, soit le lendemain, que l'eau commence à redescendre petit à petit. Pourtant, cette crise est à son paroxysme. Les conservateurs des musées tremblent face à la montée des eaux, en témoigne cette lettre écrite par le conservateur du musée des Beaux-Arts, à l'époque hébergé dans le Petit Palais, situé entre les Champs-Élysées et la Seine. Je cite: « Les caves du palais sont inondées depuis la nuit dernière par suite de la rupture des canalisations des eaux d'égout et des infiltrations qui viennent surtout du côté de l'avenue du Thuit, elle-même entièrement inondée. Si les eaux continuaient à monter et si elles devaient envahir le rez-de-chaussée du palais, il conviendrait de fermer le musée, de déménager les collections du rez-de-chaussée pour leur donner un abri provisoire à l'étage principal. Le palais de justice, situé sur l'île de la Cité durement touchée, est lui aussi les pieds dans l'eau. Cela entraîne une perte conséquente d'archives et de documents en tout genre. Les Parisiens habitant au rez-de-chaussée se réfugient chez leurs voisins du premier étage, les approvisionnements de la capitale sont rendus très compliqués et les denrées entreposées dans les caves sont pour la plupart perdues. Cette crue a aussi des conséquences sanitaires. Les égouts se mêlent aux eaux du fleuve, les déchets sont jetés par-dessus les ponts et les rats sortent par milliers des égouts. Tous ces phénomènes favorisent la prolifération de maladies. En bref, habiter à Paris n'est pas forcément une bonne chose à ce moment-là. Ce n'est que le 15 mars, soit un mois et demi plus tard, que la Seine rentrera dans son lit après avoir causé pour près de 400 millions de francs or de dégâts, soit près de 1,6 milliard d'euros dans 12 arrondissements différents. Après cet épisode catastrophique, le ministère des Travaux publics décide de lancer la construction de 4 grands lacs artificiels en amont de la capitale pour servir de réservoir en cas de crue.
Aujourd'hui encore, les autorités attendent la crue du siècle qui pourrait une nouvelle fois causer des dégâts inimaginables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien.